Mais je commencerai par parler de Fatou en tant qu'auteur. Et c'est pour dire que Fatou arrive sur le landerneau littéraire sénégalais à un moment où beaucoup d'autres romancières se bousculent au portillon pour assurer l'héritage de Maria Mova, qui, faut le dire quand même, est assez lourde à porter, assez lourd cet héritage. La remarque n'est pas saugrenue, loin s'en faut, car comme nous le savons tous, écrire en tant que femme sous nos tropiques continue aujourd'hui encore d'être une source de malentendus, étant entendu que l'affranchissement du genre reste une œuvre à parachever. Pour se faire entendre en tant que femme, écrivaine, il faut se parer de beaucoup de précautions. Et j'espère qu'elle est dans ces dispositions-là. Alors, pour ce qui concerne rapidement le roman, de quoi s'agit-il? Une jeune Sénégalaise âgée d'une trentaine d'années est frappée par une mystérieuse maladie dont les manifestations sont aussi complexes et bizarres qu'elles sont difficiles à diagnostiquer. Après une première tentative de traitement couronnée par des solutions pas tout à fait probantes, la victime est orientée vers l'étranger, précisément en France, où elle est placée sous le suivi médical d'un spécialiste, le professeur Alain. Mais comme sous l'effet d'un miracle, Mati tire un profit inestimable de l'accompagnement psychologique que lui propose tout un cocktail de parents proches ou éloignés, de sympathisants et d'amis, et que le hasard avait réuni à cette période précise au cœur de l'Hexagone. Un moment, sa santé s'était sensiblement améliorée, et elle revient alors au pays où elle a l'immense bonheur de renouer avec ce qu'elle semble avoir de plus cher dans sa vie, son mari, ses enfants, sa mère et la parentèle. Je voudrais aussi signaler, c'est important, que le roman s'ouvre par un problème et se referme sur une solution, exprimée de façon tout à fait explicite, sans embâche. Voilà donc l'incipit. À l'âge de 32 ans, j'ai vécu un calvaire épouvantable. Une maladie rare et très étrange s'est abattue sur ma personne. Elle s'appelle Cushing, dite maladie du Cushing, plus précisément. Et donc, dans l'excipit, à la fin du roman, nous lisons ceci. Maintenant, je crois avoir retrouvé le sourire et surtout la paix intérieure, toujours grâce à l'appui de mes proches. Maintenant, je me sens bien dans ma peau. Donc, l'un dans l'autre, si vous faites un peu le rapport entre le début du roman et la fin, c'est toute une symbolique. Et ça, c'est la marque, je crois, très bien des grands écrivains. Donc, on peut penser que cette demoiselle est promise à un très bel avenir littéraire. Alors, pour ce qui concerne les thèmes, j'en ai choisi deux, il y en a plein, hein, mais j'en ai choisi deux. Le thème de l'amour, c'est important. Il y a des histoires d'amour. Ce roman est aussi donc celui des belles amours, des belles histoires d'amour. Étant entendu que la beauté de l'amour ne doit pas forcément être assimilée à un long fleuve tranquille. Encore moins à un resplendissant chapelet de printemps. L'énorme déception sentimentale essuyée avec son premier amour Médoune fut à la fois un martyr et une inestimable source de sagesse. Elle lui a permis, donc cette histoire d'amour, de comprendre avec quelle atrocité la superstition pouvait brider la conscience populaire. En effet, le père de la narratrice s'est farouchement opposé au mariage de sa fille avec ce garçon adorable, à tout point de vue, sous prétexte que des maîtres de la science lui avaient prédit qu'une telle alliance déboucherait inéluctablement sur des catastrophes. Ce refus paternel a été senti par Mati comme un excès d'autorité de la part d'un ascendant qui faisait semblant d'ignorer que l'amour est avant tout une belle aventure. C'est ce même père qui pourtant bénit la liaison entre sa fille et un autre adorable jeune homme, Issa, mais non sans recueillir encore l'avis des autorités ésotériques. Je voudrais parler d'un thème, ou bien en tout cas d'un aspect thématique plus ou moins bizarre, mais qui me semble extrêmement intéressant. C'est la présence d'un actant qui s'appelle Skype. On est vraiment dans la modernité. Il y a donc dans le roman de Fatou une curiosité thématique plus qu'intéressante. C'est l'irruption éclairante de Skype au détour de nombreuses pages. Cet actant est à tout point de vue un prodige virtuel, un véritable fil d'Ariane, auquel l'héroïne, depuis l'Hexagone, s'accroche de temps en temps pour remobiliser la solidarité familiale
que réclame son être pour ne pas sombrer dans la déprime. Qu'on en juge par la suggestivité de cette sélection d'extraits. Donc je lis les mots écrits par Fatou elle-même dans son roman. Donc la narratrice et héroïne dit précisément à la page 42, Cathy m'accueillit les bras ouverts chez elle. Cathy, c'est la femme du frère de sa mère. Je me sentais totalement à l'aise avec elle. J'avais l'impression qu'on se connaissait depuis longtemps. Ses enfants étaient adorables. Je m'épanouissais convenablement avec eux. Ces enfants allaient naturellement à l'école. De ce fait, je me retrouvais seul dans l'appartement entre quatre murs. Pour ne pas sombrer dans la déprime, en quelque sorte, ma maman m'appelait sur Skype le matin pour me tenir bonnement compagnie. Donc voilà ce qu'elle écrit à la page 42. Plus loin, à la page 47, elle écrit « Un matin, Cathy sortit de la maison plus tôt que prévu pour aller au travail. Ses enfants sortaient en même temps qu'elle tous les jours et s'arrangeaient pour ne pas faire de bruit. À mon réveil, après avoir fini de vaquer à mes occupations quotidiennes, je regardais la télévision en prenant tranquillement mon petit déjeuner. Puis, j'activais mon Skype dans l'espoir de rapidement recevoir les appels de maman ou de Fatima. » À la page 59, elle écrit encore « Loin de mes proches et de ceux que j'aime, je mourais d'envie de retourner au Sénégal. Hormis le Skype qui me permettait de causer avec ma douce moitié ou ma famille, je me sentais à nouveau enfermé entre quatre murs. » Alors donc, je dis que, en fait, dans le texte, l'intérêt de la présence obsédante de cette étoile sublime dans le ciel vaste des Antiques ne réside pas seulement dans le fait qu'elle supplante valablement les vertus tant chantées du contact physique. Il repose aussi et surtout sur le fait que, en réservant un traitement aussi obsédant à cet outil magique, la romancière cherche à élever ses implications dans la résolution de langage juvénile au rang d'un culte. L'expérience de l'héroïne nous a montré donc que les pouvoirs insoupçonnés de la science moderne, tels qu'elle s'exprime dans la compression du temps et de l'espace. Donc l'expérience de l'héroïne nous montre les pouvoirs insoupçonnés de la science moderne, tels qu'elle s'exprime dans la compression du temps et de l'espace. Alors parlons rapidement des personnages que la romancière présente presque comme étant des êtres parfaits. Fatou a le don de nous faire admettre qu'un personnage de roman peut bien forcer la sympathie des lecteurs en tutoyant la perfection morale. En effet, de façon tout à fait consciente, la romancière nous dépeint les plus représentatifs de ces personnages sous des traits moraux impeccables. C'est le cas, par exemple, du défunt frère de l'héroïne, Baymor, et de son mari, Issa. Je n'entre pas dans les détails. Si nous relevons un tel état de fait, c'est parce qu'il s'agit d'un choix de présentation qui trouve peu de place dans les littératures narratives du monde contemporain. D'habitude, le personnage romanesque nous renvoie l'image d'une galerie sauvage où des maîtres de la perversité rivalisent d'ardeur. L'essence romanesque en est donc réduite en une foire à vis où le mal, cette caisse de résonance, est la seule et unique unité de mesure. Alors, je voudrais parler un peu de Fatou en tant que romancière et fille d'un homme qui s'appelle M. Diop. Il n'est point étonnant que Fatou débute sa carrière par un roman parlant d'une maladie. Elle est après tout fille de médecin. Et ce n'est pas à peu dire. Il ne faut pas oublier que l'environnement professionnel des géniteurs a souvent été déterminant dans le choix thématique de l'écrivain. Le père de Gustave Flaubert était médecin-chef à l'hôpital Hôtel-Dieu. On voit ce que l'écrivain réaliste, Gustave Flaubert, a pu faire de tant de fortes impressions que l'environnement professionnel avait laissé en lui. Madame Bovary, son chef-d'œuvre, met en scène les déboires conjugaux d'un jeune médecin médiocre dont la femme se suicide après l'avoir plusieurs fois trompé. Comme nous l'avons signalé dans le portrait que nous lui avons consacré dans la dernière édition du journal Expression littéraire, je parle de Fatou, Fatou entre dans le monde de l'écriture par la porte d'une mystérieuse maladie. Elle aurait débuté sa carrière autrement que nous nous en étonnerions. Fatou est la fille de Dr Diop, qui est militaire avant tout, après tout et en cours de tout. Pour paraphraser le grand écrivain camerounais Francis Bébé, elle porte donc en elle l'espérance d'une terre qui se moque éperdument des volcans en feu. En termes moins clairs, je fais là un clin d'œil au sémillant humoriste français Alphonse Allais, qui se demandait pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué. Alors, en termes moins clairs,
Fatou est biologiquement la synthèse d'Hippocrate et de Mars. Ce roman inaugural revêt à mon sens une grande dimension propitiatoire, étant entendu que dans son orientation thématique, il donne une valeur autrement plus symbolique à la proximité génétique entre la fille et son père. Vous dites bien que vous écrivez sur ce sujet, vous Fatou, sur cette maladie aussi rare que bizarre pour prévenir. Donc vous avez dit que vous avez écrit pour prévenir. Eh bien, c'est donc à un roman prophylactique que nous avons droit. Et rassurez-vous, vos coups de plume ne sont pas un coup d'épée dans l'eau. Vous avez matérialisé cette histoire poignante par la voix d'une sensibilité pure, et c'est pourquoi j'ose espérer qu'aucune raison digne de ce nom ne peut rester sourde à votre cri d'alerte. Alors, maintenant je voudrais parler en quelque sorte de la victime qui s'appelle Maty. En vérité, quand quelqu'un tombe malade d'une maladie aussi rare que curieuse, évidemment on pense que la médecine doit venir à son secours et que c'est la médecine qui porte les germes de la solution. Mais dans le roman, à mon sens en tout cas, ce n'est pas forcément le cas. Je ne suis pas convaincu donc que cette maladie rare et curieuse qui a atteint de plein fouet l'héroïne, que cette maladie-là ait été justement solutionnée, si on peut parler comme ça, par la médecine elle-même ou bien par un médecin. Donc, je voudrais parler un peu des vraies raisons de sa guérison. Les vraies raisons de la guérison de Maty ne portent pas certainement la signature des médecins ni de la médecine. En effet, je suis fondé à croire que le rétablissement définitif de Maty, elle le doit à un environnement psychologique particulièrement favorable. Autant dire à une ambiance propice des sens et à la régénérescence de l'âme. En fait, de la même manière qu'elle avoue que son mal tient du mystère, elle aurait pu tout aussi admettre que sa guérison tient du même facteur. À la page 22, voici donc ce qu'on peut lire à la page 22. C'est l'héroïne qui parle. Je me suis décidé à me battre contre cette maladie et guérir à tout prix. Ma famille, mon papa, ma maman, ma petite sœur, mon mari et principalement mes enfants que je chéris tant étaient mon unique consolation. S'il y a une chose qui m'a maintenu en vie tout ce temps, c'est le réconfort et la tendresse. Jamais au cours de mon existence, je ne me suis senti aussi bien entouré. Ce fut uniquement à cette occasion que je compris le bonheur d'avoir une famille, une vraie, qui vous épaule au moment où nous en avons le plus besoin. Toutes les fois que je pensais aux gens livrés à eux-mêmes, abandonnés par leur propre famille, je me disais que j'avais beaucoup de chance. Alors, dans la même foulée, à la page 49, la narratrice est victime donc, parlant de sa condisciple Binta, qu'elle a retrouvée en France, précisément en Orléans, dit ce qui suit. Son adorable caractère, donc Binta, cette copine-là, participa grandement à mon rétablissement. Voilà justement ce dont avait besoin ma maladie. Une bonne attention, guidée d'une bonne patience, et dans ce sens, Binta jouait parfaitement son rôle. Alors, maintenant j'ai parlé de Fatou en établissant une espèce de corrélation avec un grand romancier français du 19e siècle qui s'appelle Flaubert. Je vais appuyer sur ça. Et je vais dire que conformément aux vœux multiséculaires de Gustave Flaubert, Fatou Diop, par ce premier ouvrage, vient de nous administrer la preuve magistrale qu'il est bien possible de faire un roman sur rien. En effet, au-delà des 70 premières pages, le récit refuse de rebondir, le récit de Fatou. Mais cette absence de jeu n'est pas absence d'enjeu. Loin s'en faut. Il faut rappeler que l'intérêt de la narration littéraire ne prend pas toujours sa source dans un enchaînement spectaculaire d'événements. La preuve, on a pu dire que À la recherche du temps perdu, il ne se passe presque rien. Les inconditionnels de Marcel Proust savent qu'une telle hypothèse n'est pas une aberration. Sur quoi tient donc cette glorieuse somme romanesque? Eh bien, sur le style. Fatou, comme Proust, déroule le tapis des mots comme un enfant ferait fondre un bouquet de fraises sur sa langue. Alors, je vais aussi parler un peu du modèle de fiction que nous présente Fatou, et c'est pour dire que quand on ferme la dernière page de ce roman, la tentation peut être grande de penser que nous venons de finir un récit autobiographique. Car les indices textuels qui confortent cette hypothèse sont légion. Le père de la narratrice et celui de la romancière exercent la même profession. Mieux, les caractères qui sont attribués à l'un et à l'autre sont fortement similaires. Mais, rassurez-vous,
le roman n'est pas fondamentalement, n'est pas foncièrement autobiographique, parce qu'il y a beaucoup d'aspects que l'on peut retrouver ici et là qui montrent clairement que, justement, la dimension autobiographique n'est pas totalement affirmée. Alors, le mot de la fin, puisque nous sommes dans une cérémonie où il y a beaucoup de choses à dire, je dirais tout simplement, mademoiselle Fatou, je vous l'avais dit il y a de cela quelques semaines et c'était à Nguékhokh, vous avez fait votre job. Donc Fatou Diop, vous avez fait votre job. Car après tout, vous n'avez que 25 ans. Et ce n'est pas forcément un âge où on peut tenir le bon bout d'une histoire pour la raconter dans les règles de l'art. Vous avez souverainement choisi d'interroger la condition humaine en vous servant de l'un des instruments artistiques les plus délicats, l'écriture. C'est une lourde responsabilité, car vous avez réveillé des sensibilités et des consciences, non pas pour leur compter fleurette, mais plutôt pour leur rappeler que l'ange peut bel et bien triompher de la bête. Vous avez ainsi vous vous êtes ainsi inscrite dans une voie difficile, menant assurément vers des sommets, mais des sommets toujours conquis, jamais offerts. Mais à vrai dire, vous avez de qui tenir, Fatou. Et celui-là s'appelle Dr Diop. Vous n'applaudissez pas? C'est un homme qui n'admet aucun aliment psychologique, moral ou intellectuel dans le ventre de son âme sans une bonne dose de persévérance, de rigueur et de confiance en lui. Ces gènes, qui sont aussi des niches de qualité fondamentale, sont certes déjà en vous, Fatou, je veux dire dans l'âme de la jeune fille que vous êtes, mais nous exigeons qu'ils éclosent ces gènes-là avec plus de fermeté sous la plume de l'écrivaine illustre que vous aspirez à devenir. Car les grandes romancières qui ont fait la fierté de notre pays, Aminata Sow Fall, Mariama Ba, Ken Bougoul, piaffent d'impatience de passer le flambeau aux auteurs féminins de votre génération. Dans ce sens, notre souhait est que vous puissiez prendre une place confortable dans cette nouvelle locomotive littéraire qui, hélas, ne transporte pas toujours des plumes d'oiseaux aussi rares que les sujets de votre premier livre. Je vous remercie.